comme pour beaucoup d'enseignants, et on va essayer d'être dans le... Alors normalement, voilà, je suis filmé là. J'essaierai d'être pas loin d'ici pour pouvoir être filmé. J'ai l'habitude, pas tellement sur ce cours, mais assez souvent, vous le verrez demain, de vous mimer un certain nombre de choses. Donc on sera forcément à certains moments hors de la caméra. Et le jeu des caméras, je ne l'aurai pas forcément naturellement. Mais l'important, c'est que vous êtes ici, donc vous pourrez en profiter. Donc, on va aborder ces deux syndromes avant, parce que j'ai peur d'oublier dans le feu de la fin du cours, et je sais comment ça se passe à la fin. Demain, on a 4 heures ensemble. Oui, soyez certains que ce n'est pas moi qui ai fait l'arrangement des horaires. Et donc, on a... Voilà, justement, j'allais y venir. On démarre à 8h30. On démarre à 8h30 en principe. Je ferai tout mon possible pour être là, je vous assure. Je viens d'un peu loin et si jamais je suis là avec un peu de retard, je suis en train d'arriver. Donc n'en concluez pas que je ne suis pas là. Je viendrai bien sûr. À quelle heure? Le plus tôt possible. Voilà, mais je sais très bien que je ne suis pas le seul dans ce cas-là et qu'un certain nombre d'entre vous aussi vont avoir du mal demain. C'est finalement un avantage d'avoir pas mal de temps ensemble, c'est qu'on essaiera de dire ensemble l'essentiel en fonction du temps qu'on aura. Voilà. Bien, on y va? Alors, nos deux grands syndromes d'aujourd'hui, 2 objectifs. Un que vous allez retenir immédiatement, c'est la petite image. Le grand élément caractéristique de ces 2 syndromes, que vous n'oublierez jamais, c'est le mal de tête, la céphalée. Donc, savoir que devant une céphalée inhabituelle, on va penser à ces 2 grands syndromes, c'est le premier objectif. D'accord? Deuxième objectif, tout aussi important, savoir qu'il est parfois difficile de distinguer ces 2 syndromes, et donc qu'il va falloir que vous compreniez bien l'articulation des diagnostics, des éléments du diagnostic différentiel. Qu'est-ce qui fait qu'une céphalée est plutôt un syndrome méningé? Qu'est-ce qui fait qu'une céphalée est plutôt un syndrome d'hypertension intracrânienne? D'accord? Alors, on commence par la partie syndrome d'hypertension intracrânienne. Et pour cela, je voudrais vous faire un tout petit rappel très simple d'anatomie que vous connaissez sur la manière dont le système ventriculaire se situe à l'intérieur du cerveau. Je vous rappelle qu'il y a 2 ventricules latéraux, que ces 2 ventricules latéraux ont un corps, une corne frontale, une corne postérieure ou occipitale, une corne temporale, que les 2 vont venir se jeter dans le ventricule médian qui est en dessous, que l'on appelle le 3e ventricule. Il y a donc 2 ventricules latéraux pour un seul médian 3e ventricule, et que ce 3e ventricule lui-même va se poursuivre par ce que l'on appelle l'aqueduc de Sylvius, puis le 4e ventricule, puis l'épendyme, et que le liquide céphalorachidien va circuler dans tout cela avec une sécrétion qui se fait par les plexus choroïdes, en particulier situés dans la région postérieure des 2 ventricules latéraux. D'accord? Donc, sécrétion du LCR dans les ventricules latéraux à la partie haute du système ventriculaire. À partir des trous de Monro, on bascule dans un système 1 et médian, 3e ventricule, aqueduc de Sylvius, 4e ventricule, épendyme, et puis le LCR, également par les trous que vous avez appris en anatomie, de Magendie en particulier, passe dans la périphérie et entoure l'ensemble de ce que l'on appelle le névrax, c'est-à-dire le système nerveux central. D'accord? C'est du rappel, mais c'est important que vous l'ayez en place. Et en appui direct de cette anatomie, la radiologie, qui remontre la même chose dans le plan axial, c'est-à-dire en coupe horizontale. À la partie haute, les ventricules latéraux. Un petit peu plus bas,
1 et médian le troisième ventricule, avec ici, puisqu'on a, vous vous rappelez, cette forme en fer à cheval des ventricules latéraux, on coupe une partie des ventricules latéraux au moment où ils partent pour donner leur corne frontale, mais on a essentiellement le troisième ventricule, un petit peu plus bas, quatrième ventricule, d'accord? Et l'ensemble du système, vous pouvez l'imaginer à partir d'une coupe sagittale, au moins dans la partie médiane, c'est-à-dire troisième ventricule, aqueduc de Sylvius, quatrième ventricule, et ensuite l'épendyle qui va apparaître. Alors, on en arrive à notre premier grand syndrome, le syndrome d'hypertension intracrânienne. Alors, une définition, parce qu'il en faut une, elle n'a pas grand intérêt, sinon pour vous dire que c'est la deuxième partie de la définition qui est le plus important. C'est de comprendre que tout ce que l'on va décrire est dû à l'augmentation de la pression à l'intérieur de la boîte crânienne. Et pourquoi ça se manifeste au plan pathologique? Tout simplement parce que notre cerveau est à l'intérieur d'une boîte non extensible, tout ça est dur, et donc à un moment donné, quand la pression augmente, eh bien, les structures normales ne supportent pas l'augmentation de la pression. Autre point d'introduction fondamental, on est dans les problèmes vitaux. C'est une urgence vitale, décidément. On va s'arrêter. Voilà. Donc on est dans le problème d'une urgence vitale et on va l'évoquer devant toute céphalée prolongée pour garder la chance aux malades, pour être sûr de ne pas risquer, de ne pas évoquer cette urgence vitale. Alors, avant de passer directement aux signes, comprenons bien ce qui se passe dans la boîte crânienne. Plusieurs mécanismes vont pouvoir contribuer à l'augmentation de la pression à l'intérieur de la boîte crânienne. D'une part, la lésion elle-même, ce qui vient occuper de l'espace. La lésion, elle est soit à l'intérieur du cerveau, intracérébral, soit à l'intérieur du crâne sans être à l'intérieur du cerveau, mais sur la périphérie. On parle d'intracrânienne, elle n'est pas intracérébrale, et elle va augmenter de taille. Autre mécanisme possible, eh bien, comme toute lésion anormale dans un système de l'organisme, il y a une réaction de l'organisme. Et l'organisme répond en produisant de l'inflammation, et ça s'appelle donc de l'œdème. Et l'œdème périlésionnel va, à lui tout seul, augmenter encore la pression. Et puis il y a un troisième mécanisme possible, et c'est pour ça que je vous ai fait la petite introduction sur le système ventriculaire, c'est le mécanisme de blocage du système ventriculaire et qui va faire qu'au-dessus, le liquide céphalorachidien va s'accumuler et va en lui-même participer à l'augmentation de la pression. D'accord? C'est le blocage de l'écoulement du liquide céphalorachidien et que l'on décrit par un terme qu'il faut que vous connaissiez, que l'on appelle hydrocéphalie. Eau à l'intérieur du cerveau, c'est-à-dire trop de LCR. Alors, analysons rapidement une image, par exemple ici. Vous avez, par rapport à l'image où on a vu tout à l'heure les ventricules latéraux qui étaient bien en place, ici nous avons une lésion qui est bien visible, et autour, cette partie de tonalité différente en IRM, c'est de l'œdème. Et donc, les deux concourent à augmenter la pression, ce qui veut dire que la moitié du cerveau est complètement déviée, ce que l'on appelle la ligne médiane, est déviée vers la gauche du fait de la pression qui augmente. Et là, on a mécanisme 1, mécanisme 2, voyez-vous. Ici, sur la diapositive, sur la photo de droite, on a une bonne illustration de ce que produit le mécanisme 3. On a une lésion qui est proche de l'aqueduc de Sylvius, proche des régions médianes
du tronc cérébral et qui va provoquer un blocage de l'aqueduc de Sylvius. Et de ce fait, les ventricules latéraux vont se dilater en amont parce que le liquide céphalorachidien est bloqué. Exemple donc du mécanisme 3 de production du syndrome d'hypertension intracrânienne. On parle de sémiologie maintenant. Alors, le premier mot, vous le connaissez maintenant, céphalées. Comment sont-elles ces céphalées? Elles sont permanentes, elles prennent l'ensemble du crâne, donc elles sont diffuses. Elles vont devenir de plus en plus fortes. On parle d'évolutivité. Et puis, il y a un élément sémiologique important qu'il faut retenir, c'est qu'elles ont une prédominance dans la journée. Elles prédominent le matin. Enfin, le malade ne connaît pas ce type de céphalée. On a tous eu des céphalées, mais il n'a jamais eu ça et il le dit, il s'en rend bien compte. Et il se rend compte également que les différents antalgiques usuels, paracétamol, etc., qu'il a pu essayer pour d'autres céphalées, ne marchent pas. Ou si ces traitements ont marché au tout début, ils ne marchent plus. Et donc il y a une résistance qui apparaît au traitement et qui témoigne donc de la gravité et de l'évolutivité de ces céphalées. Premier mot-clé, céphalée. Deuxième mot-clé, vomissement. En même temps que s'installent les céphalées, ou en général secondairement, dans un deuxième temps, quelques jours après, éventuellement quelques semaines après, les vomissements vont apparaître. Ils sont faciles, ils sont en jet, ils sont favorisés par la mobilisation. Alors là, c'est l'histoire très classique du docteur qui demande à la personne de se lever. « Ah oui, vous avez mal à la tête, allez, levez-vous, on va voir. » Et, et le malade qui vomit sur le docteur. Et c'est quelque chose d'extrêmement classique et fréquent, qui est que la mobilisation d'un malade qui restait alité, le fait de le mettre assis, lui redéclenche un vomissement. Globalement, ils ont tendance à soulager les céphalées pour un petit moment seulement. Et puis, il faut bien savoir poser la question au malade, parce que parfois, il n'arrivera pas avec des vomissements évidents, mais il faudra, par l'interrogatoire, faire ressortir qu'il y a des nausées un peu permanentes qui sont présentes, en général bien en corrélation avec les céphalées, c'est-à-dire prédominant le matin. Alors, si vous retenez ça, vous retenez les deux piliers du syndrome d'hypertension intracrânienne. Vous verrez que ce n'est pas spécifique, parce qu'on va voir ensuite un autre syndrome qui a également ça comme pilier. Et c'est là qu'est la difficulté. Mais allons plus loin pour l'instant sur le syndrome d'hypertension intracrânienne. Il y a par ailleurs des signes de gravité, des signes qu'on espère ne jamais voir chez des malades. On en voit de moins en moins souvent, mais ça arrive encore. C'est d'une part le fait que le malade arrive alors qu'il y a une telle pression dans le cerveau que l'ensemble des fonctions intellectuelles commence à moins bien marcher. Et le patient est, comme on dit, ralenti. Et pour bien définir les choses médicalement, on parle de ralentissement idéatoire. Les idées sont ralenties. Au maximum, le malade commence à être somnolent. Autre signe de gravité, ce sont des troubles visuels. Vous le savez, vous l'avez appris en anatomie, le nerf optique est une émanation directe du cerveau. C'est un nerf crânien très particulier. Et donc, quand il y a pression dans le cerveau, il y a retentissement immédiat sur le nerf optique. D'accord ? Ce qui veut donc dire que quand le cerveau souffre par augmentation de la pression, c'est la même chose pour le nerf optique. Et le nerf optique, lui, eh bien, il va s'exprimer par une modification de la vision. Le malade va avoir l'impression que la vision devient plus floue. Et au maximum, il y a des moments où le nerf optique ne fonctionne plus. Et cela provoque des cécités, le malade ne voit plus, de manière transitoire. On appelle ça des éclipses amaurotiques, des éclipses où le malade ne voit plus. Les deux yeux, fouf, comme un rideau qui se baisse, du noir pendant 10 secondes, 20 secondes, et hop, ça revient. Et ça, c'est un signe de gravité extrême, ça veut dire que la pression est telle que le nerf optique n'en peut plus, et donc le cerveau n'en peut plus non plus. C'est heureusement tardif, et on voit de moins en moins des malades dans ces conditions.
Alors voilà les éléments du syndrome d'hypertension intracrânienne. Mais pour vous aider à faire le diagnostic, il y a des symptômes qui peuvent être associés. Je ne sais pas si le professeur Mass, en vous parlant du syndrome pyramidal, vous a déjà introduit à la problématique des symptômes de localisation au niveau cérébral. Vous l'avez compris par l'anatomie déjà, il y a des spécialisations de nos fonctions dans le cerveau avec des régions qui sont consacrées à telle ou telle région. Et donc, lorsque telle région souffre, bien logiquement, il va y avoir tel symptôme qui ne sera pas le même que si telle autre région souffre. Et donc, traduit en termes de symptômes du malade, puis en examen clinique, en examen neurologique, on parle de signes de localisation, qui localisent donc l'endroit où se passe un problème. Et donc, il n'est pas rare, imaginez la lésion qu'on a vue tout à l'heure, là, qui repoussait là, avec son œdème autour. Évidemment, dans cette région-là, indépendamment du syndrome d'hypertension intracrânienne, dans cette région-là, il y a des fonctions intellectuelles qui vont moins bien marcher, puisqu'il y a une lésion dans cette région du cerveau. Et donc, vous allez pouvoir retrouver toute une série de symptômes déficitaires qui peuvent être pyramidales, donc des troubles moteurs, sensitifs, de la coordination cérébelleuse, l'atteinte de paire crânienne, etc. Ça, c'est tout ce qui est déficitaire. Et puis le cerveau a une autre manière de réagir, on aura l'occasion d'y revenir, c'est en déchargeant trop d'électricité, pour faire simple. C'est les crises épileptiques. Et donc c'est l'autre manière dont pourraient se manifester des signes de localisation associés. Alors attention, pas d'ambiguïté. Je vous parle de signes associés au syndrome d'hypertension intracrânienne. L'hypertension intracrânienne elle-même, c'est la céphalée, les vomissements et quelques signes tardifs. Là, on est dans des signes associés. Alors, autre point qu'il faut que je vous dise, parce que on rencontre en pratique ce problème et vous le rencontrerez dans les livres, il faut le comprendre, c'est qu'il arrive assez fréquemment que les patients qui sont en hypertension intracrânienne voient double. 2 images au lieu d'une. Ils ont, en termes médicaux, ce qu'on appelle une diplopie. Et cette diplopie est due à l'atteinte du nerf crânien le plus fragile et le plus long dans la boîte crânienne, c'est la 6e paire crânienne. Vous le savez, qui contrôle l'abduction de chacun de nos yeux, le 6. Eh bien, ce 6, même si la lésion cérébrale est située très à distance, étant donné que c'est un nerf fragile et long, il supporte mal cette augmentation de la pression et donc il va être susceptible de souffrir et de provoquer donc une diplopie. Ce n'est pas un signe de localisation, en ce sens que ce n'est pas parce que le malade voit double que l'atteinte se situe au contact du 6. On peut être très à distance, c'est la pression qui, en augmentant de manière globale dans la boîte crânienne, fait souffrir cette 6e paire crânienne. Alors, vous avez entendu les plaintes de vos malades, de votre malade, maintenant vous l'examinez. Qu'est-ce que vous trouvez à l'examen clinique? Eh bien, céphalée, vomissement, il n'y a pas grand-chose qui s'y rattache en termes d'examen clinique. Donc vous allez vous attacher à trouver ce qui est associé et donc des signes de localisation. Il peut arriver que le malade ne vous décrive rien comme signe associé et que vous, à l'examen, vous en trouviez. Et vous allez donc faire un examen complet où vous allez chercher des signes pyramidaux discrets. Hier, en vous parlant du syndrome pyramidal, le professeur Mass vous a dit l'importance du signe de Babinski. Eh bien, le signe de Babinski est un signe typique qu'on peut trouver de manière unilatérale d'un seul côté chez un patient qui a une hypertension intracrânienne. Eh bien, c'est un élément d'orientation très important pour nous dire que la lésion se situe du côté où naît le faisceau pyramidal, de manière croisée évidemment par rapport au signe de Babinski, mais c'est un élément d'orientation, un signe de localisation important. On pourrait comme ça multiplier les exemples. Il y a donc un examen qui doit comporter l'ensemble des voies longues, pyramidales, sensitives, etc., et puis l'atteinte des paires crâniennes. Vous vous intéressez à la nuque et vous allez rechercher l'absence de raideur méningée. Je ne vous en dis pas plus, c'est très important pour notre 2e syndrome et donc pour le diagnostic différentiel que l'on va voir juste après.
Vous allez par ailleurs voir si vous avez de manière plus fine que le malade ne vous le fait ressortir dès l'interrogatoire des signes de retentissement de l'hypertension intracrânienne. Vous allez essayer de lui le tester un petit peu au niveau mémoire. Est-ce qu'il se souvient de ce qu'il a fait la veille? Est-ce qu'il se souvient d'un certain nombre de faits simples pour voir si finalement il n'y a pas un retentissement plus important qu'il n'y paraît de cette hypertension intracrânienne. Et puis, et c'est un point tout à fait important, vous allez vous intéresser à l'œil parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, le nerf optique est donc jusqu'à son extrémité, c'est-à-dire jusqu'à la papille, au niveau de la rétine, eh bien, il peut y avoir un retentissement de l'hypertension intracrânienne. Chaque année, je prêche la même chose auprès des étudiants. Chaque année, je suis un peu déçu ensuite quand on voit les étudiants dans les services comme externes et qu'on se rend compte qu'ils ne s'en sont pas souvenus. Et je me dis quand même, il faut à chaque année que je le répète pour que les gens ne l'oublient pas. Essayez au cours de vos stages, essayez pendant votre externat d'apprendre à faire un fond d'œil. C'est quelque chose qui vous servira toute votre pratique. C'est quelque chose qui est simple à faire. Il faut l'avoir fait 20 fois, 25 fois chez des malades différents pour finalement y arriver. Quand je parle de fond d'œil, je parle bien sûr de fond d'œil sans dilater le malade, sans faire des examens complets de la rétine comme le font les ophtalmologues, mais simplement à viser de regarder la papille. Regarder la papille, c'est avoir une fenêtre vers le cerveau. Et l'hypertension intracrânienne en est un exemple majeur. Si vous savez faire un fond d'œil aux urgences, que vous regardez les papilles, vous savez s'il y a des signes de gravité, et s'ils sont là, vous allez méchamment accélérer l'ensemble de la prise en charge de votre malade. Vous aurez fait de la bonne médecine. Donc essayez vraiment de retenir ça. Ça suppose d'acheter assez tôt, dès le début de son externat, un petit ophtalmoscope, et il vous servira toujours. Donc qu'est-ce qu'on peut voir dans l'hypertension intracrânienne? Au minimum, c'est ce qu'on appelle une stase papillaire, c'est-à-dire que le sang circule moins vite dans les vaisseaux. Les vaisseaux ont tendance à se contourner sur eux-mêmes. Il y a donc une dilatation des veines et qui deviennent plus tortueuses. Au stade plus important, c'est, je ne sais pas si vous le voyez très bien, on va peut-être éteindre une seconde. Vous voyez que normalement, cette papille devrait avoir des bords parfaitement nets. Eh bien, cette papille est œdémateuse. En fait, elle bombe vers vous. Elle forme un dôme, ce qui rend ses bords peu nets. D'accord? Et c'est ça l'œdème papillaire caractéristique. Il est bilatéral, évidemment. Les deux nerfs optiques souffrent. Et au maximum, si cet œdème papillaire perdure et que l'on ne fait rien, eh bien, indépendamment de l'évolution de l'hypertension intracrânienne, les nerfs optiques vont tellement souffrir qu'il va s'ischémier, qu'il va se détruire, et donc ceci va devenir blanc, et on parle à ce moment-là d'atrophie optique papillaire. C'est évidemment un stade que l'on ne voit que dans des cas historiques, quasiment plus. Mais l'œdème papillaire, ça vous en verrez, et c'est vraiment important de savoir le déterminer. J'ai besoin de rallumer, ou vous êtes bien comme ça? Pas de réponse, on continue. Ah, je suis content de vous avoir réveillé. Alors, pourquoi c'est grave, l'hypertension intracrânienne? Il y a un mot important pour la gravité de l'hypertension intracrânienne, c'est le mot engagement. Engagement, ça veut dire qu'une partie du cerveau va partir dans une région où elle ne devrait pas être. Elle s'engage vers un autre lieu. Il faut que vous connaissiez les 3 engagements que l'on peut voir en pathologie, de gravité très différente. Les 3 engagements sont résumés sur le petit croquis que vous avez là. Le premier engagement, vous voyez là, vous avez une lésion qui pousse, qui est d'ailleurs un hématome probablement, plus vraisemblablement extradural, et qui est à l'extérieur du cerveau et qui repousse le cerveau. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'il peut y avoir des lésions intracrâniennes, mais pas intracérébrales, pas dans le cerveau.
Premier type d'engagement, eh bien, l'hémisphère cérébral, dans sa partie inférieure, au-dessus du corps calleux, va passer sous la faux du cerveau, vous savez, cette membrane qui sépare, cette membrane méningée qui sépare nos deux hémisphères. Et à ce moment-là, on parle d'engagement sous-falcoriel, sous la faux du cerveau, ou encore l'engagement singulaire, tout simplement parce que c'est le gyrus singulaire, la partie interhémisphérique du cerveau qui passe sous la faux. Ceci est un signe qu'il y a vraiment une hyperpression à l'intérieur de l'hémisphère, mais d'une manière générale, le cerveau le supporte relativement bien. Ce n'est pas le cas des deux engagements suivants. Le premier, c'est l'engagement temporal. L'engagement temporal, c'est la partie la plus interne et inférieure du lobe temporal qui va venir s'engager dans l'orifice formé par la tente du cervelet et qui est théoriquement uniquement pour le passage du tronc cérébral au niveau du mésencéphale. Vous avez vu tout ça en anatomie. Eh bien, cet engagement-là, de la partie la plus interne et la plus basse du lobe temporal, que l'on appelle l'engagement temporal, va avoir pour conséquence que le tronc cérébral, le mésencéphale à cet endroit-là est écrasé. Et d'autre part, comme à ce niveau-là du mésencéphale naît la troisième paire crânienne, il va y avoir un signe d'examen tout à fait important qui est la souffrance du 3, avec en particulier un signe que vous connaissez, peut-être, vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est la mydriase. Et donc la dilatation de la pupille unilatérale, fixée, elle ne réagit plus à la lumière, qui témoigne de l'atteinte du 3. Signe de haute gravité chez un malade en hypertension intracrânienne, il est en engagement temporal. Alors ce n'est pas tellement le 3 pour lequel on craint, évidemment, c'est que dans le mésencéphale, il y a toutes les fonctions vitales, enfin dans l'ensemble du tronc cérébral, vous le savez, les fonctions vitales sont présentes et donc il y a risque de mort imminente à cause de l'écrasement du mésencéphale par cet engagement temporal. Troisième engagement, l'engagement de l'amygdale cérébelleuse, c'est-à-dire de la partie la plus inférieure et interne du cervelet, du vermis cérébelleux, c'est-à-dire la région médiane du cervelet. On parle de l'amygdale ou de la tonsile. On utilise peut-être que c'est le terme que vous avez entendu également en anatomie, T-O-N-S-I-L-E, de l'amygdale cérébelleuse. Et cette amygdale cérébelleuse, en s'engageant, va venir comprimer cette fois la partie basse du tronc cérébral, c'est la partie du bulbe rachidien, tout aussi essentielle aux fonctions vitales, notamment respiratoires et cardiaques. En d'autres termes, l'engagement 2 et 3 provoque une souffrance du tronc cérébral avec un risque vital immédiat. En d'autres termes également, ce qui serait le plus dramatique dans la prise en charge, c'est de provoquer un différentiel supplémentaire de pression entre la pression qui augmente en haut et les pressions sous-jacentes. Et donc, il serait tout à fait dramatique, dans un tableau comme celui-là, de faire un geste que l'on appelle la ponction lombaire, geste qui va être essentiel pour le deuxième syndrome qu'on va voir juste après. C'est vous dire que le diagnostic différentiel entre les deux syndromes est du domaine de l'indispensable en termes médicaux. D'accord ? Alors, quelle attitude pratique face à un syndrome d'hypertension intracrânienne? On va très vite. Dès qu'on le suspecte, imagerie cérébrale, scanner IRM, l'important c'est de voir s'il y a une lésion qui occupe de l'espace dans le cerveau et qui pousse. Et à partir de cette imagerie cérébrale, la confirmation mène évidemment à l'hospitalisation pour une prise en charge immédiate. L'imagerie cérébrale nous aidera à déterminer la nature de la lésion, tumeur, ischémie, abcès, contusion cérébrale par traumatisme, atteinte inflammatoire, etc., etc. Là, on rentre dans la pathologie, c'est ce que vous verrez en DCEM3. Et d'autre part, l'imagerie cérébrale nous aide à voir quelle est l'importance de l'effet de masse et comment l'ensemble du cerveau souffre.
Et cette prise en charge thérapeutique, c'est simple, il y a toujours une prise en charge médicale indispensable et il va y avoir parfois, pas toujours, ça dépend de la nature de la lésion, parfois une prise en charge neurochirurgicale qui permettra de décomprimer l'ensemble du cerveau. D'accord? Volontairement, et je m'en rends très bien compte, je vous sens médusé là, volontairement j'ai tracé un tableau un peu catastrophique parce que je veux vous frapper. Mais je pense que vous ne l'oublierez pas, c'est vraiment très important, ce syndrome d'hypertension intracrânienne. Il y a régulièrement aux urgences une hypertension intracrânienne qui a été négligée par un interne. C'est régulier et le malade sort, ah vous avez une migraine, allez rentrez chez vous, je vous donne du Doliprane ou autre chose et le malade meurt quelques heures plus tard. C'est régulier, donc il faut absolument penser à ce syndrome, interroger les gens, examiner son malade et au moindre doute, et personne n'en voudra à un jeune interne et donc à l'externe que vous serez très bientôt qui l'aide de pousser à ça, au moindre doute, obtenir un scanner avant de renvoyer le malade pour être sûr qu'on n'est pas dans ces cas où on risque de faire quelque chose de dramatique par négligence. D'accord ? Des questions sur le syndrome d'hypertension intracrânienne ? Il y a des choses pas claires ? Ah, pourquoi ne pas faire la ponction lombaire? Donc je répète, il y a dans l'ensemble du système nerveux central, il y a une pression d'équilibration entre le liquide céphalorachidien et le cerveau qui est la même en haut, en bas, jusqu'à l'extrémité de la moelle épinière et jusqu'au cul-de-sac dural en dessous de la moelle épinière, d'accord? Lorsqu'il y a une hypertension intracrânienne, il y a au niveau du cerveau une augmentation importante de la pression. Donc il y a un différentiel de pression entre partie haute où ça augmente, partie basse où ça n'augmente pas. D'accord ? Si vous retirez du liquide céphalorachidien par la ponction lombaire, vous allez augmenter le différentiel de pression. Vous mettez encore moins de pression. Qu'est-ce qui se passe quand on augmente un différentiel de pression ? Ben, on attire. En fait, vous augmentez, vous créez presque expérimentalement des risques d'engagement supplémentaires. D'accord ? D'autres questions ? Oui ? Une fois qu'on a résorbé la lésion, est-ce que le cerveau se remet bien? Tout dépend de la nature de la lésion. Si c'est par exemple quelque chose d'inflammatoire non tumoral, ça peut parfaitement se résorber. Si c'est un hématome, il arrive parfois que ça se résorbe tout à fait bien. Évidemment, si c'est une tumeur, c'est moins le cas. S'il y a eu ischémie, c'est-à-dire destruction neuronale par un manque d'oxygène, évidemment, il y aura des séquelles. Voilà, donc ensuite on entre dans la pathologie et dans les séquelles qui dépendront de la nature de la destruction des cellules nerveuses. Pardon ? Ah, est-ce qu'une fois qu'il y a eu engagement, il peut y avoir désengagement? Absolument. Ce qu'il faut bien voir, c'est que dans le 2 et 3 que je vous ai présenté, on est dans une situation d'extrême urgence. Souvent, on opère pour tout de suite sauver le malade qui va mourir. Et donc, on va tout de suite retirer la pression. Et si ça se passe bien, malheureusement, ce n'est pas toujours le cas, si ça se passe bien, à ce moment-là, l'ensemble du cerveau remonte. Dans le cas numéro 1, où souvent ça mène à un traitement médical, eh bien, le fait de diminuer la pression, diminuer l'œdème, permet généralement au cerveau de revenir à sa place et l'engagement sous-falcoriel de disparaître. Oui ? Je vous remercie de me fournir une aussi bonne introduction à la deuxième partie du cours, puisque nous allons aborder le syndrome méningé et donc les méningites. D'accord ? Et donc j'ai dit en introduction et je le redis, le nœud et le deuxième objectif de notre cours, c'est tout à fait à la fin de discuter le diagnostic différentiel entre les deux. On y va ? Syndrome méningé, même petit schéma, toujours la céphalée au centre du syndrome. Petit rappel sur les méninges. Je vous rappelle en particulier les trois méninges,
les 3 feuillets méningés et les espaces qui vont avec. Accolé complètement à l'os, la dure-mère, totalement accolée à l'os. En dessous, l'arachnoïde, avec un espace virtuel entre la dure-mère et l'arachnoïde. En dessous, la pimère, elle-même accolée au cerveau, complètement accolée au cerveau, ce qui veut donc dire qu'entre l'arachnoïde accolé à la dure-mère et la pimère accolée au cerveau, il y a un espace, un réel espace, qui est l'espace sous-arachnoïdien, dans lequel se situe le liquide céphalorachidien ou encore liquide cérébrospinal. D'accord ? Puisqu'on parle de liquide céphalorachidien, autant vous retenir en même temps que quand un vaisseau rentre à l'intérieur du cerveau, il est accompagné de la pimère et d'un petit manchon de liquide céphalorachidien. Vous avez peut-être appris en anatomie qu'on parlait d'espace de Virchow-Robin. Les noms propres ne sont pas très importants, mais quand on vous montrera des IRM du cerveau, on vous en parlera régulièrement, parce qu'il y a des petites images qui longtemps ont été considérées comme pathologiques, et en fait, c'est simplement que l'on coupe ce petit manchon et que l'on voit maintenant que nous avons des techniques de scanner et d'IRM de plus en plus performantes et qui nous permettent de voir des structures aussi fines. D'accord ? Donc nous parlons, en parlant de syndrome méningé, d'atteinte du liquide qui est situé dans cet espace sous-arachnoïdien. Nous arrivons à la ponction lombaire. La ponction lombaire, c'est un geste important, un geste qui se pratique en hospitalisation, un geste que vous apprendrez à faire, et un geste qu'il faut avoir un tout petit peu en tête théoriquement avant de se lancer en pratique. C'est pour ça que je vous mets quelques points. D'une part, il faut se rappeler que la moelle épinière se terminant en D12, on ne pique jamais au-dessus de D12. Sinon, on embroche la moelle épinière. Hématome, tétraplégie, paraplégie en général. Les membres inférieurs risquent d'être paralysés. Donc, on se situe toujours dans les portions inférieures. Alors, vous allez me dire, mais comment je sais que je suis là ? C'est pas très compliqué. Hein ? Quand vous mettez quelqu'un et que vous comptez ses épineuses, hein, vous savez très bien, si vous ne comptez que quelques épineuses, 3, 4, que vous êtes dans la zone lombaire, c'est-à-dire la zone du cul-de-sac de l'espace sous-arachnoïdien qui se situe en dessous de la terminaison de la moelle épinière. Donc vous voyez ici la petite trace noire terminale. D'accord ? La position, moi je vous conseillerais au début de faire des ponctions lombaires assises. C'est plus facile quand le malade n'est pas trop mal. Évidemment, il peut y avoir des malades qui sont tellement fatigués que c'est difficile de les maintenir en position assise, mais en général, vous serez beaucoup plus confortable pour prendre vos repères. Vous allez, avec les infirmières, préparer un matériel pour être dans des conditions de stérilité absolue. Vous aurez une désinfection qu'on vous montrera, vous aurez des gants stériles, on vous fera mettre un petit champ et on vous passera les tubes. Il faut toujours être aidé, on n'est jamais seul quand on fait une ponction lombaire. Un objectif réel important, on n'est plus au 19e siècle, hein, c'est de limiter au maximum la douleur. Et d'une manière générale, aujourd'hui, les gens arrive à l'hôpital avec une idée de la ponction lombaire qui est quelque chose d'épouvantable, d'insupportable, qui va être quelque chose dont ils se souviendront toute leur vie. Et en général, à la fin du geste, ils disent « Ah, ce n'était que ça », parce que, heureusement, les techniques ont évolué. Qu'est-ce qui a évolué ? D'une part, la taille des aiguilles, qui est devenue de plus en plus fine. Et d'autre part, le plus souvent, maintenant, on propose une analgésie cutanée aux gens. En effet, ce qui fait mal, d'une part, c'est l'appréhension. On va piquer les gens dans le dos. Alors là, ne pas voir une piqûre, c'est pour tout le monde. Hein. C'est quelque chose qui génère de l'appréhension. Deuxièmement, c'est essentiellement la peau qui fait mal. Ensuite, les structures sous-cutanées sont non douloureuses. Et éventuellement, c'est la maladresse qui ferait que l'on embroche une racine et ça provoque une petite douleur de type sciatique qui n'est pas agréable, mais qui passe en une seconde. Voilà, c'est ça la douleur de la ponction lombaire. Et c'est tout. Et donc, si vous préparez bien votre malade, que vous le rassurez, que vous n'entrez pas dans la chambre en disant « c'est ma première », très important,
que vous êtes aidé, que vous arrivez en ayant... C'est pour ça qu'il faut parfois théoriser un peu ces gestes pour ensuite bien les réaliser en pratique. Hein, c'est du vécu, hein, c'est ma première. Hein. Régulièrement, il y a un malade qui me dit « l'externe est arrivé en me disant ça ». Bon, voilà. Si vous rassurez, si vous mettez en bonne position, si vous prenez votre temps tranquillement de compter vos vertèbres, vous êtes bien au milieu. À ce moment-là, vous allez, avec l'aiguille, piquer la peau, moment un petit peu douloureux. Le malade qui était en chien de fusil complètement replié sur lui-même va se cambrer. Vous le redétendez, vous lui dites c'est normal, on s'arrête une seconde, le malade reprend la position. Et à ce moment-là, en piquant, vous voyez à 20-30 degrés vers le haut, parfaitement médian, vous suivez la ligne des épineuses. Et puis, avec l'habitude, mais la première fois vous serez aidé, vous sentez que vous passez les ligaments qui limitent le cul-de-sac et vous êtes dans le liquide céphalorachidien. Vous retirez le mandrin et du liquide tout à fait incolore. C'est cool, vous avez réalisé votre première ponction lombaire. Ça se passera très bien si vous y avez un petit peu pensé à l'avance. Les résultats de la ponction lombaire, on vous l'a dit, je pense, en biochimie, je vous le dis comme un clinicien, c'est-à-dire ce qui nous sert à nous tous les jours en pratique clinique. Qu'est-ce qu'on regarde dans une ponction lombaire? On regarde la bactériologie, la biochimie. Dans la bactériologie, est-ce qu'il y a des cellules? Éléments cellulaires, il n'y a pas de globules rouges dans une ponction lombaire, sauf si on a été traumatique. Et ça peut arriver au meilleur. De temps en temps, on passe dans un tout petit vaisseau, pas de chance. À ce moment-là, il y a un tout petit peu de sang qui, généralement, disparaît en quelques gouttes. Et c'est comme ça qu'on le distingue bien de sang à l'intérieur du liquide céphalorachidien. Et deuxièmement, il y a très peu de globules blancs, moins de 5 par millimètre cube. Pas de germes, évidemment. Et on pourrait se mettre à rechercher, en fonction de la pathologie suspectée, toutes sortes de germes avec des milieux de culture différents. Ça, c'est la bactério. Et puis la biochimie. Protéinorachie normale entre 0,2 et 0,4 grammes par litre. Glycorachie normale. Et c'est ça qui est important à retenir. Elle ne s'analyse pas toute seule, elle s'analyse en comparaison avec la glycémie. Il faut donc une glycémie du même jour que la glycorachie. Tout simplement parce qu'il y a un transsudat permanent du sucre vers le LCR. Et donc, si vous avez un patient diabétique qui est en hyperglycémie, il va y avoir une hyperglycorachie, et en particulier. Et donc, votre glycorachie, en général, est aux alentours de 2,5 mmol par litre, puisque la glycémie est aux alentours de 5. Et puis, au-delà de ça, il peut y avoir, en fonction des cas particuliers, plein d'autres analyses. Évidemment, la nature des cellules. Si on suspecte une tumeur, on peut regarder si il y a des cellules anormales, des cellules tumorales. Rarement maintenant, on mesure la pression du liquide céphalorachidien, mais on le faisait beaucoup autrefois. Une chose que l'on fait souvent, c'est l'électrophorèse ou l'immunoélectrophorèse du liquide céphalorachidien, de manière à voir s'il y a des clones de sécrétion d'immunoglobulines à l'intérieur du liquide céphalorachidien dans un certain nombre de processus inflammatoires. Vous verrez en pathologie, par exemple, que c'est quelque chose de très important recherché dans une maladie très fréquente, la sclérose en plaques. Et puis un certain nombre de protéines, d'analyses infectieuses, sérologie, PCR, etc. Mais là, on est dans des affaires de cas particuliers. L'APL de base, c'est ça. Alors, syndrome méningé. On n'a pas énormément de temps, mais ça va aller vite. Une définition pour vous dire que c'est l'ensemble des syndromes et l'ensemble des signes qui vont avec l'irritation des enveloppes méningées. Et comme pour l'hypertension intracrânienne, il y a urgence devant toutes ces céphalées prolongées. Il faut l'évoquer, et devant toutes ces céphalées inhabituelles. D'accord? Donc ça, c'est vraiment comme pour le syndrome d'hypertension intracrânienne. Les céphalées. Alors, vous pourriez prendre ce qu'on a dit pour l'hypertension intracrânienne et reprendre un certain nombre de termes. Et c'est bien là qu'est notre problème. Ce sont des céphalées intenses, diffuses, évolutives. Tout ça, c'est les mêmes termes. Inhabituelles aussi.
Résistante aux antalgiques usuels aussi. En clair, les céphalées ressemblent à celles de l'hypertension intracrânienne. Il y a une chose qui n'est pas mise ici, mais qu'on verra un tout petit peu plus loin, qui n'est pas dans l'hypertension intracrânienne, c'est qu'elles peuvent apparaître de manière extrêmement brutale, dans le cadre du syndrome méningé. Dans l'hypertension intracrânienne, il faut quand même que le processus augmente, gonfle. Dans le syndrome méningé, les choses peuvent apparaître très brutalement, par exemple dans l'hémorragie méningée. Deuxième mot-clé, pas de chance, le même, vomissement. Les vomissements sont faciles, favorisés par les stimulations, soulagent les céphalées et ils peuvent être remplacés par des nausées. Vous voyez que comme élément différentiel, on fait mieux. Hein? Alors, c'est là où il faut accorder de l'importance à un autre signe important et souvent net, c'est la photophobie. Est-ce que la lumière gêne mon malade? Est-ce que quand j'entre dans la chambre, il s'est spontanément mis dans le noir ou le dos à la fenêtre? La mauvaise tolérance de la lumière dans une céphalée grave est évocateur de syndrome méningé. Et de manière classique, le malade est en chien de fusil, complètement replié sur lui, dans le noir, dans sa chambre. Deuxième point tout à fait fondamental de distinction, c'est le signe d'examen du syndrome méningé, qui est la raideur méningée. Qu'est-ce que c'est que la raideur méningée? C'est une contracture des muscles paravertébraux de la nuque qui est douloureuse, et cette contracture est elle-même liée à l'irritation des méninges sous-jacentes. Le fait que les méninges soient douloureuses se propage de manière locorégionale aux muscles, et leur mobilisation va alors être tout à fait pénible. Lors du mouvement qui met ces muscles-là en tension, c'est-à-dire l'antéflexion de la tête, hein, je me penche vers l'avant. Alors regardons comment on recherche bien. Est-ce qu'on va y arriver? Oui, c'est une de vos, c'est une externe, oui, c'est pas. Allez. Alors regardez bien les gestes. On commence par s'assurer que la nuque est bien détendue en ballottant la tête à droite, à gauche. Et ensuite, on fait l'antéflexion et on regarde si on a une limitation et on regarde s'il y a une douleur. D'accord? C'est ça la bonne recherche. Si vous vous précipitez sur le malade, crac, le malade se crispe. Non, il faut bien le détendre. Il faut avoir bien détendu son cou de part et d'autre. Et ensuite, délicatement, je mets vers l'avant. Et là, il n'y a pas de limitation. La personne va quasiment jusqu'au sternum. Deux signes. Alors, dans les cours de neuro, on essaie de vous donner le moins de noms propres possible, alors que la neuro déborde de noms propres. Vous avez appris Babinski. Il y a deux signes là aujourd'hui dont il faut connaître les noms. C'est le signe de Kernick et le signe de Brudzinski. En plus, pas des noms très faciles. De quoi s'agit-il? Le signe de Kernick, ce que fait le docteur est mis en flèche blanche, ce que fait le malade en cas de positivité du signe est mis en flèche rouge. Le malade est allongé sur le dos, et je vais monter ces deux membres inférieurs jusqu'à 30, 40, 50 degrés. S'il y a un syndrome méningé, irritation de l'ensemble des méninges, les muscles de l'ensemble de l'axe, tous les paravertébraux ne supportent pas cette tension supplémentaire rajoutée par le fait que l'on monte les membres inférieurs. Et donc, de manière involontaire, réflexe, le malade va plier les genoux. D'accord? Ça, c'est le signe de Kernick. Autre signe que je qualifierais presque d'un stade supplémentaire, si le malade ne supporte toujours pas cette mise en tension de l'ensemble de l'axe, eh bien, le simple fait de lui plier la tête va allonger un peu l'axe et il ne va pas le tolérer sans, à nouveau, plier les genoux. D'accord? Donc, regardons sur la vidéo suivante ce que ça donne, la recherche de ces deux signes. Voilà, donc là,
En même temps que l'on cherche une raideur méningée, on regarde s'il y a une flexion des genoux. Il n'y a pas de flexion, il n'y a pas de signe de Brudzinski. D'accord ? Et puis là, on cherche le signe de Kernick. Elle est souple. On peut monter les membres inférieurs. Il n'y a pas de flexion des genoux. D'accord ? Alors, j'en arrive à la diapositive importante que je voulais vous laisser de ce cours, hein, presque la dernière. Comment faire le diagnostic différentiel entre nos deux syndromes, si proches en fait, lorsque l'on garde le duo céphalée et vomissement. S'il y a un syndrome méningé, pas de symptômes, pas de signe de localisation, pas d'asymétrie qui traduit la souffrance d'une région en particulier. Éventuellement, ça vous le gardez en petit dans votre tête, il peut y avoir un signe de Babinski, mais qui sera bilatéral à ce moment-là. Simplement, c'est une souffrance générale du cerveau. Et éventuellement, comme pour le syndrome d'hypertension intracrânienne, une atteinte du 6 qui n'a pas de valeur de localisation. Mais il n'y a pas de syndrome pyramidal d'un côté, de troubles sensitifs d'un côté, de troubles de la coordination d'un côté, etc. Pas d'œdème papillaire au fond d'œil, caractéristique de l'hypertension intracrânienne. Et il va y avoir, et ça c'est un point important, des signes extra-neurologiques, fièvre, méningite, on en parlait tout à l'heure, signes cutanés, méningite à méningocoque par exemple, en cas de purpura. 6 syndromes d'hypertension intracrânienne, pas de raideur méningée, pas de photophobie. Donc le diagnostic différentiel se nourrit largement des éléments négatifs de chacun des deux syndromes. Il faut donc avoir bien en tête les deux et comparer. Et à un moment donné, choisir. D'accord, c'est clair ? Alors, en passant à cette diapositive, j'ai encore 2-3 minutes, en passant à cette diapositive, je me rends tout à fait compte que je mets un pas vers la pathologie, mais ça me paraît être important pour vous de savoir comment on raisonne devant un syndrome méningé. L'attitude pratique, la première ligne est comme pour le syndrome d'hypertension intracrânienne. C'est un syndrome grave, on le suspecte, on hospitalise, on ne renvoie pas les malades. Et ensuite, quant à savoir à quoi est dû ce syndrome méningé, eh bien on va s'attacher à 2 choses importantes, 2 paramètres qui vont nous aider à catégoriser ce syndrome méningé. 1, la manière dont est apparu le syndrome méningé, mode d'installation. 2, fièvre ou pas. Et ça nous permet de tracer quelque chose de simple en 3 branches. Céphalée explosive, brutale, d'une seconde à l'autre. Les gens le disent, c'est comme une bombe qui vient d'exploser dans ma tête. On ne peut pas mieux dire. Pas de fièvre initialement, la suspicion, hémorragie méningée. Vous avez la nuque raide, le malade qui ne supporte pas la lumière, vous avez tous les éléments du syndrome méningé, tout ça est apparu brutalement, vous prenez la température, il n'y en a pas, suspicion d'hémorragie méningée. Le malade part en neurochirurgie parce qu'il a vraisemblablement rompu un anévrisme. Autre cas de figure, céphalée moins aiguë sur quelques heures, quelques jours éventuellement, avec de la fièvre, méningite infectieuse. Céphalée moins aiguë, toujours sans fièvre, eh bien il y a tout un ensemble de méningites inflammatoires, avec des maladies inflammatoires non infectieuses que vous verrez en pathologie. Mais vous voyez que déjà, si vous avez retenu ces 2 paramètres, vous pouvez catégoriser vos syndromes méningés. D'accord ? Et alors les 2 dernières diapos que vous pourrez retrouver sur le site, je passe très vite, c'est parce que là on rentre dans la pathologie, c'est que donneront les examens complémentaires en fonction des 2 catégories, méningite, hémorragie méningée. Méningite, la ponction lombaire est évidemment en urgence, il y a plein d'éléments à la ponction lombaire, plein de globules blancs. Si ce sont des polynucléaires altérés, on pense à une méningite purulente.
Si ce sont des lymphocytes, à une méningite virale. Il y a une hyperprotéinorachie et la glycorachie est variable selon la cause de l'infection. J'en dis pas plus. On est dans la pathologie. Mais c'est pour vous montrer comment on raisonne. Et puis, la dernière diapo, ne m'en veuillez pas de sauter directement. Suspicion d'hémorragie méningée, donc la bombe a explosé dans la tête du patient. Scanner cérébral, premier examen, avant la ponction lombaire. D'accord ? Pourquoi ? Parce que le scanner cérébral, le plus souvent, permet de visualiser directement le sang à l'intérieur des espaces méningés. Vous voyez que là, le tronc cérébral est complètement entouré de blanc. Le blanc, c'est le sang frais, c'est le sang qui vient de se rompre à l'intérieur des espaces sous-arachnoïdiens. Et c'est seulement si le scanner est normal qu'on fera une ponction lombaire et que l'on mettra en évidence du sang de manière homogène dans plusieurs tubes, avec un rapport de globules rouges à globules blancs qui est de plus de 10 puissance 3, peu importe, vous le reverrez en pathologie. Et puis éventuellement, si le malade ne se signale pas immédiatement, qu'il est vu avec retard, on pourrait chercher des stigmates tardifs de sang. D'accord ? Donc, ponction lombaire face à céphalée plus vomissement, méfiance, diapositive importante, diagnostic différentiel entre l'hypertension intracrânienne et l'hémorragie méningée. D'accord ? C'est clair ? Est-ce qu'il y a une question avant qu'on se dise à demain ? Pardon ? Je remets la diapo d'avant pendant qu'il y a une autre question. Diapo d'avant, oui ? Oui, on vous en parlera. Parmi les complications possibles, le sang à l'intérieur du liquide céphalorachidien peut entraîner un feutrage, donc un peu de fibrose qui empêche le LCR de bien passer et à ce moment-là, ça peut dilater au-dessus. L'hydrocéphalie plus chronique que aiguë peut être une complication de l'hémorragie méningée. Non, non. Mais c'est dans un endroit où il y a du liquide qui circule et à soi tout seul, ça ne provoque pas une hémorragie, une hydrocéphalie et une augmentation de pression. Et puis il faut bien voir que le sang est essentiellement dans la périphérie et non pas dans les ventricules. Et donc il ne s'agit pas d'une augmentation de la pression à l'intérieur du cerveau, poussant par l'intérieur et donc provoquant une augmentation de pression. D'accord ? C'est une augmentation de pression de manière globale. Ce n'est pas la même chose. Donc pour plein de raisons, le sang à l'intérieur du LCR à soi tout seul n'augmente pas la pression. Autre question ? On s'arrête là ? Venez me voir parce que sinon on va prendre trop de temps. À demain, le plus tôt possible à partir de 8h30. Au revoir.